Madame, monsieur, bonsoir. C'est dans la presse numéro 15 ce soir. C'est aussi ce soir la remise des prix du concours ActuQuiz. Donc on sera heureux de recevoir tous les gagnants. Et les prix sont là, vous les verrez tout à l'heure. Mais ce soir, on reçoit deux invités prestigieux, on va dire. Véronique Siredek, qui est chargée de communication de l'agence ICOM, et aussi notre ami Xavier Cordoval, journaliste à RCI. Bien évidemment, nous aurons nos chroniques habituelles avec Florence pour sa revue de presse et Luigi qui sera là avec nous ce soir pour conduire cette émission. Alors, émission un peu particulière parce que c'est la 15e et c'est aussi parce que c'est ce soir que nous remettons les prix, je le disais, et nous gagnons. Vous aurez l'occasion de les voir tout à l'heure à la fin de l'émission. Et d'ailleurs, je profite au nom de Canal 10 et de CCN pour remercier l'ensemble des personnes qui ont participé très nombreuses au concours ActuQuiz. Ça prouve que les Guadeloupéens ont envie de s'informer, et pas seulement sur RCI, mais sur Guadeloupe Première, s'informent aussi sur CCN et sur Canal 10. On en parlera tout à l'heure avec Xavier. Mais aussi des jeunes Guadeloupéens qui sont passionnés par le net, et c'est pourquoi d'ailleurs les cadeaux vont dans ce sens. Alors, Véronique Siredek, on vous connaît beaucoup dans le paysage audiovisuel. Bonsoir, prenez votre micro, c'est plus simple pour parler. Tous les journalistes vous connaissent? Bonsoir. Oui. Tous les journalistes, je ne sais pas, mais en tout cas, En pas tout mal cas, de journalistes. c'est votre fonds de commerce, hein, les journalistes et la presse. C'est mon fonds de commerce, je ne dirais pas mon fonds de commerce non plus. C'est une bonne partie de mes activités. De vos activités. Alors, vous avez tout à l'heure parlé de votre agence de communication, ICOM, qui existe depuis combien d'années? Maintenant, ça va faire 7 ans. Cette année, ça fera 7 ans. Vous sévissez dans le paysage médiatique. Sévir, c'est un petit peu dur. Que je suis acteur. Vous êtes actrice dans ce paysage médiatique. Xavier Cordoval, bonsoir. Vous a connu sportif, vous l'êtes toujours? Oui, je pratique différentes disciplines sportives, notamment le basket et accessoirement le ball-trap. Oui, et donc vous êtes aussi journaliste à RCI et surtout chargé des éditions du week-end, c'est ça votre spécialité maintenant, ou vous êtes seulement journaliste généraliste? Je suis en charge, je suis adjoint de rédaction et en charge de tout ce qui est justice, faits divers, couverture médiatique la plus efficiente possible sur tout ce qui se passe dans le pays en termes de faits divers et de justice. D'accord. Ben voilà, donc placer le cadre de l'émission. Alors on va commencer par la dame, bien sûr, par Véronique. Véronique, on le disait tout à l'heure, vous avez une agence de communication et de relations presse. C'est un métier assez nouveau quand même en Guadeloupe. Hein. C'est tant que vous le faites et on ne peut pas dire que les gens qui font ce métier ont plus de 50 ans. Hein. C'est déjà c'est flatteur pour moi, ça veut dire que j'ai moins de 50 ans. Donc oui, c'est très... C'est une façon de le dire, voilà. Merci en tout cas. C'est un métier... jeune certainement en Guadeloupe. En fait, c'est un métier, en tout cas les relations presse, c'est sûr que c'est un secteur, en tout cas de la communication, que peu de personnes effectivement embrassent parce que c'est assez particulier d'être en relation en permanence avec des journalistes. Pourquoi c'est particulier ? C'est particulier parce que quand on parle de la communication de façon générale en Guadeloupe, il y a deux choses. Quand je dis que j'ai une agence de communication, on me demande si je fais de l'événementiel et si je fais de la publicité. Donc pour beaucoup de personnes, la communication se résume à la communication événementielle, c'est-à-dire organiser des soirées, enfin des événements, et faire de la publicité. Donc c'est vrai que quand je dis que je fais des relations presse, oui, c'est quoi alors justement, c'est quoi les relations presse, c'est tout simplement l'art de savoir mobiliser les médias, tous les médias, quels qu'ils soient, et les journalistes en particulier, pour pouvoir faire la promotion d'un événement, d'un produit, quel que soit d'un produit. Quoi. Est-ce que c'est une forme de publicité déguisée ? Je ne dirais pas que c'est une forme de publicité déguisée, parce que la publicité a un côté un peu mensonger, quelque part, ou en tout cas... Non, je ne dirais pas mensonger. Tout à fait. Non, je dirais que la publicité, c'est un petit peu l'art de vendre un produit, parfois comment dirais-je,
de le mettre en valeur, mais de le mettre en valeur, d'exagérer, voilà, d'exagérer certaines ses qualités, alors que bon, ben, les relations presse se basent vraiment sur je dirais, rendre compte en fait de ce qui est un produit réellement, quoi. Il ne s'agit pas d'enjoliver, il s'agit simplement de rendre compte. Alors votre produit en général, c'est quoi? Ce sont des personnalités? Alors le produit en termes de communication, donc ça peut être des personnes, ça peut être des produits. Ça peut être des voitures, ça peut être des événements, ça peut être aussi des secteurs de la vie, comme ça peut, je veux dire, ça peut être du culturel, ça peut être du social, ça peut être plusieurs choses. D'accord, on reviendra vers vous tout à l'heure. On va commencer avec Xavier. Xavier Cordoval, lui, est entré dans le journalisme. Comment il va nous dire, mais on vous connaît parce qu'on connaît votre voix. Vous êtes ce qu'on appelle une gueulante, il faut le dire, mais c'est vrai. Et vous suivez, vous avez dit, les opérations au tribunal souvent. Et vous connaissez un petit peu la vie particulière et privée de beaucoup de Guadeloupéens qui ont fait ce métier. Oui, effectivement, je suis au carrefour d'un certain nombre de confidences et d'informations. Oui. Donc, vous êtes à RCI et donc vous n'avez pas commencé à RCI parce que il me souvient vaguement vous avez entendu sur d'autres médias avant. Oui, j'ai eu la chance de travailler sur d'autres supports médias, notamment en télé. J'ai fait mes débuts en télé à la Une Guadeloupe. Après, Jean-Claude Samid m'a invité à rejoindre ses équipes au sport à RFO un temps. Ensuite, bon, Daniel Marival m'a sollicité pour RCI. Après, en 2000. En 2000, entre 99 et 2000. Et depuis, j'ai eu la chance d'intégrer une boîte sérieuse, une vraie famille. Ce n'est pas que de la publicité, c'est une réalité quand on y est. Comme dans toutes les familles, c'est pas toujours facile. En tout cas, c'est un vrai plaisir de les côtoyer au quotidien et je le fais depuis déjà 12 ans. Alors, qu'est-ce que c'est exactement un journaliste généraliste? Tous les journalistes sont journalistes. Alors, que les choses soient claires, il y a ensuite différents départements. Il y a des départements sport, communément appelé le service des sports. Il y a le département politique. Vous avez eu l'occasion, je crois, d'accueillir sur cette même antenne Eddy Planté, qui est chez nous chargé de la politique, en relais avec Thierry Fanderé, qui est le rédacteur en chef. Il y a différents départements. On a eu la chance ce soir d'entendre une très belle émission animée, co-présentée par Ingrid Sena et David Camachi sur l'antenne de Radio Caraïbes. Ce sont des journalistes qui sont des journalistes généralistes, mais qui ont la spécificité d'être très attachés aux choses donc, de la culture et de la musique en règle générale, de tout ce qui se passe dans le pays en matière de culture. Je crois que c'est Couleur Créole, c'est tous les mercredis soirs, un rendez-vous bien sûr à ne pas manquer. Permettez-moi de faire de la publicité pour Radio Caraïbes. Et on a tous donc à Radio Caraïbes des spécificités, des domaines dans lesquels on excelle. On peut également entendre Christian Bataille le mardi soir dans Question Écho. Ce sont des différents journalistes qui sont tous des journalistes généralistes puisqu'on l'est tous, mais on a effectivement des fibres. Il y a des domaines qui nous parlent plus. Alors pourquoi, par exemple, Xavier, vous n'avez pas choisi le sport alors qu'on vous connaissait, on l'a dit tout à l'heure, un acteur sportif particulier? Alors la formation journalistique, au départ, c'est un tronc commun. La spécificité la plus difficile, elle est double. Elle est ou sportive ou juridique. Alors, le sport, c'est vrai qu'il faut quand même avoir certaines affinités avec le monde du sport et les sportifs. C'est pas votre cas? Oui, bah, j'ai été responsable des sports avant d'embrasser donc cette nouvelle carrière à la justice. J'ai eu l'occasion donc d'être au plus près des activités sportives. Je ne sais pas si vous vous rappelez des arrivées de Route du Rhum notamment. J'en passe d'autres, hein, les playoffs de basket. Enfin bon, j'ai eu l'occasion d'officier sur des manifestations sportives d'envergure. Et depuis donc 2 ans maintenant, j'ai, sous demande de ma direction, pris, à la suite du départ de Rodolphe Vépo notamment, pris la succession au service judiciaire. Alors c'est un service compliqué ou alors les choses se mettent en place facilement? Parce qu'on dit souvent que pour être au service judiciaire, on est un peu couloiriste et il faut avoir un peu l'oreille des magistrats et surtout leur confiance parce qu'il y a des confidentialités quelquefois. Il y a forcément une question de confiance à mettre en place, il y a un réseau à tisser. De toute façon, c'est pas possible d'évoluer dans un pays comme la Guadeloupe sur une plateforme aussi complexe que la Guadeloupe en matière de judiciaire si on n'a pas un réseau. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, tous les paramètres tous les paramètres donc journalistiques nécessitent et imposent de la rigueur. C'est fondamental. On ne peut pas exercer cette profession si on n'est pas rigoureux. On doit l'être encore plus en matière juridique.
Et je vais vous expliquer en l'espace de 2 secondes en quoi il faut être rigoureux. Non. Par exemple, Alain Spécial, le prévenu Alain Spécial, c'est pas Jean Spécial. Voilà, ce sont des petites erreurs qui peuvent avoir des conséquences énormes. Donc il faut être très la rigoureux. qualification par exemple d'une affaire, il faut être très précis là. Une mise en examen n'est pas une garde à vue. Quelqu'un a été mis en examen, c'est pas pour autant qu'il est coupable. Il est mis en examen, il est inquiété par la justice, il y a une enquête en cours, il y a une information qui a été ouverte. Il s'agira après, et il ne faut pas anticiper les choses, ou dans le cadre des assises, ou dans le cadre de la correctionnelle, de savoir si sa culpabilité est reconnue, est avérée. Et la question de l'identification, du prononcé des noms aussi des gens, c'est quelque chose de très sensible ici. Je crois que... dans un pays de proximité. J'en ai fait, pour ma part, en relais bien sûr avec ma direction, on a pris la religion de ne pas trop parler des noms, à part dans certains cas. Des cas qui sont bien sûr jugés, disséqués et par l'ensemble de la rédaction et plus singulièrement par le rédacteur en chef, après quoi donc une fois que nous sommes accordés dessus on parle de certains noms, mais on évite tant que possible. Alors, juste une petite question pour compléter ce développement. Même une grande. Oui, petite ça ira. Et au-delà de ce travail de couloir justement, de présence de réseau dans les tribunaux, est-ce qu'une rédaction comme celle d'RCI se lance aussi dans l'investigation sur certains cas difficiles, parliez des noms qu'on ne dévoile pas forcément parce que la situation mérite justement un minimum de discrétion. Est-ce que la direction de RCI prend aussi le temps, au-delà du suivi dans les couloirs, de se lancer dans une démarche d'investigation pour étudier les dossiers? Il faut savoir que tous les sujets qui sont sortis par Radio Caraïbes sont des sujets qui sont sensibles. Pourquoi ? De par la spécificité même de Radio Caraïbes. C'est une antenne qui est ouverte à un grand public. Les derniers chiffres médiamétrie le prouvent encore. C'est dire qu'il faut impérativement être rigoureux. Alors, les choses se font par étage. Il y a une affaire qui nous est rapportée par un journaliste ou quelqu'un que l'on a au téléphone. Cette information, il faut la, comme on dit dans le jargon, recouper. Une fois qu'on l'a vérifiée, on l'a traitée, j'en expose les contours à mon rédacteur en chef qui valide ou qui ne valide pas. C'est une hiérarchie, c'est une rédaction, il y a des règles, il faut les respecter et on décide ensemble de l'orientation, de l'angle et du bien fondé de l'information si elle est vérifiée. Il faut également, et ce sont les mots que je prends de Daniel Marival, hein, qui a toute la paternité donc, de cette phrase, l'équité est un paramètre dans cette profession, encore plus dans le judiciaire, fondamental et essentiel. Si on n'est pas équitable, on s'expose à de gros désagréments et déjà professionnellement, honnêtement, on n'aura pas fait son travail honnêtement. Parce que il faut que tous les partis aient le même temps d'antenne et la possibilité de s'exprimer. Parce que vous ne possédez pas la vérité, ils ne la possèdent pas. À eux deux, il s'agit pour l'auditeur de se faire sa propre idée de ce qui se passe. Très bien, je voulais aller un peu plus loin en fait dans la démarche. C'était la question, faisant le parallèle avec Véronique Siredec qui est sur le plateau ce soir, côté relations presse, entre le travail du journaliste et la relation presse. Est-ce que finalement, dans ce genre de cas de figure, vous ne vous trouvez pas finalement à faire de la relation presse du système judiciaire? Et quand je parlais d'enquête, je ne parlais pas finalement du recoupement, ce qui est tout à fait naturel. On ne peut pas diffuser une information sur un grand média comme RCI sans justement recouper ces informations. Mais est-ce qu'il n'est pas nécessaire parfois de faire des enquêtes parallèles, d'aller au fond des rues de Pointe-à-Pitre, poser quelques questions qui ne sont pas débattues dans la cour du tribunal? Est-ce que c'est une démarche que pratique RCI? Que je pratique. Voilà, que je pratique. J'essaie tant possible de me rappeler sur quel média j'officie. Je travaille sur la radio de proximité par excellence. Et qui dit proximité dit les gens. L'amour des gens, c'est un axiome dans ma vie. Il n'empêche qu'il s'agit pour moi d'être au contact de ces mêmes personnes parce que les informations proviennent d'elles, c'est leur vie. On leur parle le matin. Warren Chengon, Christophe Langlois leur parle. À 13h, Thierry Fendéré. Il faut leur parler. Si on leur parle, c'est parce qu'on est au contact. Et si on dit quelque chose qui les intéresse et si on parle de sujets qui les intéressent, c'est parce que nous avons été au plus près d'eux, savoir ce qu'ils en pensaient. J'en ai pour exemple, la dernière fois qu'il y a eu un sondage médiamétrique qui est sorti, tout le monde s'interroge à savoir pourquoi RCI est écouté et autant écouté. Alors, j'ai mon idée.
certains autres journalistes confrères de la rédaction ont sans doute leur idée. Eh bien, nous avons mis l'antenne, nous avons ouvert l'antenne aux gens dans la rue, à Monsieur Tout le Monde, aux auditeurs de Radio Caraïbes, et ils nous ont fait part de leur idée. Ça, c'est de la proximité. Bien. Alors, retour vers Véronique. Véronique Siridek, la question qu'on pose toujours à une chargée de communication ou de relations presse, comment vous arrivez à mobiliser la presse ou les journalistes, particulièrement en Guadeloupe, bien sûr? Alors, bon, je veux dire qu'effectivement, déjà, les relations presse, c'est beaucoup, effectivement, le terme relation, c'est beaucoup de relationnel déjà. Donc, vous déjeunez souvent avec les journalistes? Non, je ne jamais. Pense pas, je ne dis pas jamais. Je peux témoigner. Oui. Ah, quand même. Voilà le secret dévoilé là. Voilà. C'est toujours en pur. Voilà, c'est toujours. Ce n'est jamais intéressé. C'est toujours en toute amitié que j'invite des journalistes. Je n'invite jamais pour avoir quoi que ce soit en retour. Même pas des infos. Des infos, non. Je ne travaille pas avec les infos. On travaille. Tout connaître notre planning de congé, ça va être disponible. Exactement. Voilà. Alors, revenons à la question. Parce que c'est moi qui suis censé leur donner les informations. Ouais. C'est ça le rôle justement d'une attachée de presse en fait, puisque bon, les relations presse sont faites par des attachés de presse. C'est déjà donner un maximum d'informations, donner l'information aux journalistes pour qu'ils puissent justement avoir envie de la traiter. Donc c'est savoir, c'est la donner le plus justement possible, le plus je dirais savoir en fait transformer simplement peut-être un petit fait ou quelque chose d'anodin Est-ce qu'il faut grossir les choses? Non, il ne s'agit pas de grossir. Enrober de chocolat? Non, on ne grossit pas les choses, on ne les enrobe pas de chocolat. Mais bon, c'est vrai qu'on doit vendre parfois, on doit effectivement je ne sais pas combien de communiqués vous recevez par jour, mais effectivement. Je ne vous dirai pas parce que si vous disiez, donc effectivement, et tous ne finissent pas. Voilà, dans la centaine, voire plus les centaines de communiqués qui arrivent tous les jours dans les rédactions, il faut savoir effectivement se démarquer de tous ces communiqués, donner l'information la plus intéressante pour qu'effectivement alors, je vais prendre un exemple concret avec vous, Véronique. Et envie de les traiter. Oui, quand vous vendez par exemple, je dis vendre avec des gros guillemets, entre guillemets. Le sitcom, comment vous vendez ça? Parce que, le sitcom. Oui. Le sitcom. Le sitcom, voilà. Ah bon. Oui, il y a le sitcom et le sitcom. Oui. Il ne faut pas se mélanger. Alors, comment vous vendez une information de ce type-là qui a priori, je dis, mais bon, on n'est pas mobilisatrice pour les journalistes, a priori. Le SICTOM, alors déjà le SICTOM c'est une institution, donc je ne vends pas le SICTOM en tant que tel, je vends simplement les compétences du SICTOM. Donc effectivement, si j'ai une action de relations presse à faire pour le SICTOM, c'est sur une problématique bien précise. Donc si par exemple, bon, il y a une campagne sur le tri sélectif qui est lancée, je vais parler du tri sélectif. Alors c'est vrai qu'il me semble que la problématique des déchets en Guadeloupe est assez importante pour qu'effectivement ça soit une information pour les journalistes qui mérite d'être traitée. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus, je dirais que ce type d'action, de sujet, n'est pas ce qu'il y a de plus difficile à vendre. Alors qu'est-ce qui est le plus difficile à vendre justement? C'est certainement, il y a d'autres choses. Le culturel, c'est assez difficile à vendre. Et ça dépend quel culturel. Alors c'est sûr que vendre un concert comme celui de Victor O la semaine dernière à l'Archipel, guichet fermé, c'est facile. Easy Kenenga, guichet fermé aussi. Par contre, vendre la littérature en Guadeloupe, c'est assez difficile. Pourquoi? Les gens lisent peu ou s'intéressent peu, ou ce sont les journalistes? Parce qu'en fait, les journalistes servent de relais à votre communication. Voilà. Alors, c'est peut-être qu'effectivement, soit il y a d'autres événements qui arrivent en même temps, donc culturels, donc qui sont peut-être plus effectivement vendeurs, entre guillemets, que la littérature. Ou bon, alors et puis c'est vrai que il n'y a pas effectivement assez de journalistes. Xavier ne va pas me contredire, ni même Louis Guy, mais souvent les attachés de presse, ou les chargés de relations presse, quelquefois vous collez au train, on va dire, pour être gentil. Oui, effectivement, mais c'est notre boulot parce que de toute façon, on a un client quand même derrière. On a un client qu'on doit satisfaire. Alors c'est clair que bon. Généralement dans la profession, on aime à dire que bon, on a des objectifs
on a des objectifs de moyens, mais pas de résultats. Ouais. Alors, on ne vous demande jamais de résultats, c'est-à-dire que si vous organisez une conférence de presse, il y a 0 journaliste, le gars vous paie quand même votre chèque. Il est censé nous payer, parce qu'on a, dès lors qu'on a démontré qu'on a mis... C'est boulot, ça. Non, c'est pas bien, parce que justement, on paye quand même notre relationnel quelque part. Donc c'est aussi un pari qu'on fait chaque fois en se disant, bon ben oui, on lance l'opération, d'accord, j'accepte. Ça crée du stress de savoir que vous allez avoir une conférence de presse et 10 minutes avant, on ne voit personne, la salle est vide, et le client est là. Sincèrement, ça on flippe là. On flippe, oui. Et c'est arrivé souvent? Non. Non. Non, j'avoue. Alors qu'est-ce qu'on fait à ces moments-là? On les rappelle à la dernière seconde. Moi, je reçois des appels téléphoniques, quelquefois, peut-être pas seulement de vous, mais 5 minutes avant. On ramène les copains. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Non, ça ne se passe pas comme ça. Déjà, donc, moi, de toute façon, les conférences de presse, puisque vous parlez des conférences de presse, ce sont des événements que je n'organise pas n'importe comment, parce qu'effectivement, je pense que c'est quelque chose d'assez particulier et on ne fait pas une conférence de presse comme ça sans être sûr quasiment qu'il y aura en tout cas pour moi, qu'il y aura des journalistes. Je ne fais pas, c'est pour vraiment des opérations importantes que j'accepte de faire des parce que ça m'est arrivé, peut-être pas avec vous, mais qu'on me dise, bon, il y a telle conférence de presse, et puis je dis, oh, ça ne m'intéresse pas. Alors quand le juge je confirme que vous me le dites. Oui, mais vous me le dites aussi. Assez souvent. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Vous êtes embêté Non, de toute façon, la conférence de presse, c'est pour donner une information. Après, bon, on peut s'arranger avec le journaliste. Informer, c'est choisir aussi, hein, vous savez. Oui, de toute façon, informer aussi, c'est choisir. Donc, voilà. Donc, c'est bien pour ça que je dis qu'il faut savoir se démarquer parmi la tonne d'informations qui peut arriver dans une rédaction par jour. Donc, si jamais vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas le temps et les disponibilités, généralement, j'essaie de voir si après la conférence de presse, il y a possibilité pour qu'on puisse faire un sujet sur le dossier de presse, par exemple. J'envoie le dossier de presse systématiquement, mais après ça, je vois s'il y a un moyen de faire un sujet. Voilà. Oui. Voilà, quand on passe pas par la porte, on passe par la fenêtre. Toujours une voix. Alors, Véronique Siredec, est-ce qu'une attachée de presse, finalement, n'est pas le premier maillon de la presse, réellement une sorte de proto-presse ou une pré-presse, pour utiliser un terme d'imprimerie, et donc vous fournissez finalement de la matière toute prête à être diffusée sur les médias? Parce que tout à l'heure, on parlait de la communication. Vous disiez que vous ne faisiez pas de publicité. Alors, ce n'est pas vraiment le cas, mais il y a toujours un produit à vendre, il y a un plus produit à mettre en avant, un message unique à dégager. Donc, on reste dans le travail de la publicité ou de la communication au sens large du terme. Mais surtout, on arrive dans un travail de presse où finalement, vos communiqués se retrouvent peut-être lus tous les matins sur RCI, sur Guadeloupe Première et d'autres médias. Alors effectivement, il y a les communiqués souvent j'envoie des communiqués, mais qui ne sont pas forcément lus ou repris comme ça simplement dans la presse. Il s'agit pour moi de donner une information qu'elle soit traitée, mais moi je n'influence personne. Je pense que le journaliste, de toute façon, il doit garder justement son libre arbitre et choisir la façon dont il traite l'information. Le tout pour moi, c'est qu'il en parle. Il en parle quelque part, c'est déjà quelque part faire entre guillemets de la publicité. Voilà. Il s'agit pas. Donc c'est sûr qu'après ça, quelque part, on est effectivement, on met parfois en branle certaines informations, oui, mais c'est notre rôle de donner parfois des scoops, enfin des choses comme ça, quoi. Voilà, c'est là où je voulais venir. Est-ce que finalement le job, c'est pas de survendre aussi finalement un discours institutionnel déjà trop formaté, un discours politique pas assez impactant? Est-ce que c'est ça le travail? Alors c'est sûr qu'il faut savoir habiller la chose, il faut savoir... en fait, moi quand j'accepte de prendre un dossier, de traiter un dossier en relation presse, j'essaie toujours de savoir, je n'essaie pas en tout cas de survendre, mais en tout cas de tirer l'intérêt pour le public, en fait, pour la population.
Par le biais des journalistes. Par le biais des journalistes. Non, même pas par le biais des journalistes, mais tel produit, quel est l'intérêt? Oui, mais c'est nous qui, quand même. Oui, après ça, c'est vous qui allez diffuser l'info, c'est vous qui allez la traiter. Mais j'essaie de. Par exemple, je me souviens, il y a quelques années, j'ai eu à vendre une carte qu'un opticien mettait sur la place. Et en fait, je me disais, mais bon, alors ça, c'était vraiment, bon, quelque part, c'était de la pub déguisée pour l'opticien, voilà. Oui. Mais je me suis dit, c'était une petite puce qu'on pouvait mettre dans les téléphones portables et qui donnait tout de suite le dossier médical de la personne. Donc, si elle avait un accident, on avait tout de suite accès à son dossier, à ses antécédents pour, effectivement, si elle pouvait pas communiquer avec les premiers secours, qu'on puisse avoir accès à son dossier. Et en fait, quelque part, c'était de la publicité pour l'opticien. Mais moi, je n'ai pas regardé l'opticien. Je me suis dit, je vais vendre, je vais essayer, je veux qu'on parle de cette carte parce qu'il me semble que c'est important. C'était quelque chose qui peut sauver une vie, qui pouvait sauver une vie. Donc, je me suis dit, voilà, comment je vais traiter l'information, comment je vais l'amener aux journalistes. Ça, c'est une démarche de journaliste, ça. Comment je vais traiter l'information? Alors, non, mais comment je vais... Enfin, je ne dis pas comment je vais traiter l'information, mais comment, en tout cas, je vais l'amener. Oui. Je vais l'amener aux journalistes pour qu'ils puissent... Traiter le produit, voilà. Traiter le produit, non. Oui. Parce que voilà. Et ah, donc, vous avez réussi finalement à... Oui, ça s'est très bien passé. Mais tout ça pour dire qu'en fait, c'est toujours l'intérêt général que j'essaie de voir quand je vends quelque chose à un client journaliste. Alors, voilà. juste un petit mot pour annoncer que Laurence Welch est dans nos studios. C'est elle qui va tout à l'heure remettre les prix à la fin de l'émission. Mais là, on va revenir vers Xavier. La semaine dernière, nous recevions ici Elie Domota qui faisait un peu le bilan de 3 ans après le LKP. RCI a connu des heures, on va dire, entre guillemets, difficiles pendant LKP. Que s'est-il passé exactement à cette époque-là? Parce qu'il y a une grève, il y a eu quelques petits soucis avec les annonceurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut savoir vraiment ce qui s'est passé? Ça remonte à tellement longtemps. 3 ans, c'est pas si mieux. Souci de mémoire. Oui. J'ai un trou de mémoire. Oui, j'ai un souci de mémoire sur... en tout cas, je sais que vous avez animé une grève à un moment. Animé. Vous avez fait la une de la presse Internet et de la presse papier aussi. On voyait... J'ai eu la confiance... J'ai eu la confiance. On anime une grève. Non, c'est un animateur de grève. J'ai eu la... C'est un agitateur alors. Non, c'est un syndicaliste. Il était syndicaliste à l'époque. Je peux répondre? Non, plus sérieusement, je vous écoute depuis un moment et je vais vous dresser un peu les contours de ce qui s'est passé en 2009 et ça, on a bien rigolé, mais je crois que c'est quand même relativement quelque chose d'important. En 2009, à RCI, on était dans une situation un petit peu difficile déjà économiquement. La station, enfin l'entreprise ou les journalistes? L'ensemble du personnel. D'accord. L'ensemble du personnel. On était dans une situation un petit peu difficile où on n'avait pas d'écoute au niveau de la direction. On a eu un petit peu de mal à se faire entendre. Des problèmes qui étaient des problèmes récurrents. Communication interne, exactement. Avec un directeur général qui a été l'homme de la situation, mais qui visiblement n'était plus vraiment au fait de ce qui se passait dans l'entreprise. Nous étions inquiets pour nos emplois et on l'a fait savoir à notre direction générale qui se trouve en métropole, à la présidence en tout cas du conseil d'administration, qui a pris bonne note de nos doléances et qui a pris des dispositions adéquates pour que RCI puisse survivre. Et aujourd'hui... Vous dites survivre. Survivre. Je crois que le mot n'est pas trop fort et aujourd'hui RCI se porte très bien. Les derniers chiffres sont là pour le prouver et preuve en est que nous avons... Les emplois ont été sauvés. Les emplois ont été sauvés, d'autres ont été créés. Et le directeur a été viré, il faut le dire aussi. Le directeur a pris une autre orientation professionnelle. C'est gentil pour lui, de dire ça comme ça. Un bel euphémisme en tout cas. En tout cas, il a pris une autre orientation professionnelle. Je l'ai rencontré dernièrement, il paraît s'épanouir dans cette nouvelle tâche et je lui souhaite le plus grand succès possible. Il n'empêche que Radio Caraïbe vit bien. Des emplois ont été créés. Daniel Marival, directeur régional, Josiane Elka,
Daniel Marival, directeur régional, est revenu aux affaires. Vous avez été nommé rédacteur en chef adjoint aussi, il faut le dire. Pas dans la même foulée. J'étais déjà rédacteur en chef adjoint avant le conflit. C'était pas une promotion de grève, ça? Non, non, avant le conflit, je l'étais déjà. D'accord. Dès 2004. Donc, c'est pas une conséquence immédiate du conflit, bien au contraire. Je vous disais donc, bien au contraire, non, c'est-à-dire que c'était pas, l'objectif n'était pas ça, n'était pas là, et je n'ai pas pu bénéficier du conflit d'autre manière que ce soit. Il n'y a pas eu de non. prime au conflit. Ah non, du tout, bien au contraire. En tout cas, je vais poursuivre sur cette idée en disant que Daniel Marival est arrivé aux affaires à direction régionale. José Anelka, le directeur général, a pris conscience des difficultés qu'il y avait à Radio Caraïbe. Simplement pour vous dire que depuis que je travaillais à Radio Caraïbe, il n'y avait pas eu de délégué du personnel. Par exemple. C'était mal fait. C'était incroyable. Oui. Le dire, ça fait sourire, mais c'était une réalité. C'était une réalité. On parlait des conflits dans toutes les entreprises. Et chez nous, on n'avait pas les instances personnelles légales. Et à minima, en fait. Exactement. Donc, en fait, on a fait entendre notre voix. Elle a été entendue, tant mieux. RCI survit. RCI vit bien. Les Guadeloupéens nous font confiance. Ils ont compris le sens. Les annonceurs sont revenus? Tous. En masse? Tous. Il a fallu, Daniel Marival a eu ce travail d'explication auprès de chacun d'entre eux, il est allé les voir, il leur a parlé. C'est quand même le directeur de publication, le directeur régional, et en relais avec José Anelka, ils ont pu donc redonner confiance à tous ces annonceurs qui nous font de nouveau confiance. Alors, juste une question avant que je repasse le micro à Luigi. Est-ce qu'aujourd'hui, RCI Guadeloupe est devenu le satellite de RCI Martinique, ou comment s'établit la relation? Ah non, c'est une seule et même boîte, mais ce sont des entités différentes. RCI Guadeloupe, c'est RCI Guadeloupe. On m'avait parlé beaucoup de José Anelka, qui est directeur régional en Martinique, et c'est lui qui faisait, je veux dire, la transition entre les deux, en l'absence du directeur qui avait été viré. Non, en fait, il faut comprendre comment ça se passe. RCI Guadeloupe, c'est une entité. Oui. RCI Martinique, c'en est une. RCI Paris également. Et il y a un directeur général. Oui. Voilà, le directeur général s'occupe à la fois d'RCI Martinique et RCI Guadeloupe, mais RCI Guadeloupe a un directeur régional, ce que n'a pas RCI Martinique. Voilà, donc la station RCI Guadeloupe est dirigée par Daniel Marival. Pas depuis la Martinique. Par Daniel Marival. D'accord. Le directeur général est en poste en Martinique, comme le directeur général à l'époque était en poste en Guadeloupe. C'est arrivé, voilà, c'est arrivé. Aujourd'hui, c'est Daniel Marival qui est aux commandes et qui, ma foi, au vu des derniers chiffres et au vu de l'ambiance au sein de la station, mène bien sa barque. Oui. Louis-Guy. Alors, vous avez Gordoval, on parlait donc des événements de LKP, donc il y a 3 ans, effectivement, il y a déjà très longtemps. Pas de promotion donc au vu des événements, mais est-ce que ça n'a pas fait évoluer la façon de faire l'information à RCI? Il y a quand même eu un travail important de Xavier Gordoval dans les rues pendant LKP, au feu, à la rue Peigné, dans les incendies, dans le direct. Est-ce que justement, après ce travail, j'étais avec lui d'ailleurs. D'autres endroits, est-ce que finalement ça n'a pas modifié finalement l'approche d'RCI vis-à-vis de l'information, vis-à-vis de la proximité justement dont vous parliez tout à l'heure? Alors, il m'est difficile de parler au nom de l'ensemble de mes collègues puisque je n'ai pas de compétences pour cela, mais ma vision des choses a beaucoup évolué ce soir-là. Forcément, quand vous êtes face à autant de violence, ça change un homme. Et je crois que, je parle sous le contrôle de Danix Andronis, j'ai beaucoup appris sur le métier de journaliste, j'ai beaucoup appris ces 2 soirs sur la Guadeloupe en règle générale et sur la jeunesse de notre pays. Parce que j'ai été très très inquiet. Ce soir-là, je ne crois pas exagérer en disant que nous avons frôlé la catastrophe. C'est vrai. Alors justement à ce propos, on vous a accusé de faire un peu de sensationnalisme justement ce soir-là. Est-ce que c'était vraiment le cas ou la situation était vraiment critique et que Xavier Gordoval risquait sa peau pour parler trivialement? Alors je crois que il y a eu... On est passé à un droit d'une catastrophe réelle. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des échanges de coups de feu. Les gendarmes étaient débordés. Oui, il faut le dire. Il faut le dire, les gendarmes ont été débordés. Les gendarmes ont été piégés. Ils ont été piégés. Sur la rocade. Oui, en fait, ils se sont fait avoir, les gendarmes, dans une souricière. Et il s'en est fallu de peu qu'il n'ait pas plus de morts que ceux que l'on a connus malheureusement pendant cette période. Mais au-delà de tout ça, c'est cette espèce de déchaînement de violence qui s'abat sur un pays, qui est en train de revendiquer... Alors chacun jugera. En bien ou en mal
pour une augmentation, une amélioration des conditions de vie ou du pouvoir d'achat. Chacun jugera. On n'est plus là pour ça. Je crois que l'histoire se chargera de juger et nos enfants le feront parfaitement. Mais je fais confiance aux 70 000 Guadeloupéens qui sont descendus dans les rues. Ils ne sont pas tous fous. Bon, ça c'est ma vision des choses. Il n'empêche que il y a eu des déchaînements de violence qui étaient inexplicables et qui doivent nous pousser tous à une profonde réflexion sur notre perception de la Guadeloupe, notre perception de la vie et la manière dont on doit gérer. Vous avez été surpris par ce qui s'est passé ce soir-là sur la rocade ou au point de... Au moment... On avait déjà vu des émeutes d'Annick, on s'est déjà retrouvé dans ce type de cas de figure. Mais au moment où ils ont piqué les roues du procureur de la République, ils ont fait descendre le directeur adjoint de la police, brûler les 2 voitures, là je me suis dit, là on a basculé. Parce que ce sont quand même des garants de la sécurité publique. On parle du procureur de la République et du numéro 2 de la police, de la direction de la sécurité départementale. C'était pas n'importe qui. Ils auraient pu mourir ce jour-là. Et il s'en est fallu de très très peu que les hommes de la BAC, qui étaient de passage, ils ont pu donc créer les conditions de la sécurité, mettre un cordon de sécurité et évacuer ces 2 personnes très importantes. Mais c'est vrai qu'on a frôlé la catastrophe. Malheureusement, il y a eu mort d'homme. Oui. Alors, on revient, on va continuer à égrener un petit peu le boulot du journaliste, puisqu'on parlait de cette période, mais c'est une période difficile. L'autre situation qui est particulière aux journalistes, c'est la liberté. Permettez juste une petite réflexion par rapport à une question à laquelle je n'ai pas répondu. Et ça a été le sujet d'une profonde réflexion avec l'ensemble de la rédaction. Est-ce qu'il fallait commenter ce qui se passait pendant cette période-là, ce soir-là? Alors, il y a plusieurs écoles. Oui. C'est la question sur le côté sensation. Oui, pour certains. Oui, pour moi, parce qu'il s'agissait de retranscrire aux Guadeloupéens ce qui se passait dans les rues. Parce qu'ils étaient tous cloîtrés chez eux et qu'il fallait qu'ils sachent ce qui se passait. Non, parce que ça a créé les conditions de la surenchère. Oui, ça a amplifié. Ça a amplifié les choses. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'a pas fait après. Nous sommes arrêtés à 2 jours. Déjà parce que, bon, on a effectivement frôlé la catastrophe et quand on a été pris à partie avec le maire de Bimao et compagnie, on a bien compris qu'à ce moment-là, il fallait arrêter. Mais je crois que c'était notre rôle que d'être dans la rue. Journaliste témoin. Alors, j'allais venir sur la question de la liberté d'expression, parce que c'est la thématique sur laquelle on revient le plus souvent. Vous travaillez souvent au tribunal, vous avez travaillé avec des politiques. Est-ce qu'il est difficile aujourd'hui de travailler avec les politiques guadeloupéens? Je veux dire, est-ce que quand vous sortez une info qui dérange, bien sûr, le téléphone sonne après? Certains oui, d'autres non. Alors, la manière dont on exerce notre profession nous est propre. La manière dont on répond à ces coups de fil nous est également propre. Alors, je n'ai pas encore été véritablement harcelé ou pris à partie par un politique. Je crois qu'ils évitent. Mais si j'étais un jeune journaliste... À votre personnalité, à vos rapports avec les politiques? Oui, je crois on conditionne son rapport à l'autre. C'est Nietzsche qui le disait, on conditionne son rapport à l'autre. Si jamais j'étais un jeune journaliste, peut-être que j'aurais eu plus de difficultés. Quand même, non, mais malheureusement, je sais pas, ça fait quelques années que j'exerce. Oui. Et voilà, donc mon rapport avec eux est différent. Ils savent bien que je suis joignable. On peut discuter, mais ce n'est pas parce que je vous ai entendu que je changerai pour autant d'une virgule ce que j'ai dit. D'accord. Voilà. Donc vous sentez comme journaliste libre dans ce pays, totalement libre de dire ce que vous avez sous le cœur quand vous le voulez? Ce n'est pas mon travail de dire ce que je pense. Et ce n'est pas... Je ne suis pas payé pour ça. Je suis payé pour que je puisse dire ce que je vois, ce que j'ai entendu, et ce qui va se passer, ce qui s'est passé. Ce que je pense, moi, n'intéresse pas les Guadeloupéens. Vous ne faites pas d'éditoriaux? Non. C'est un choix? C'est pas un choix, l'opportunité ne m'a pas été offerte déjà de 1, mais de 2, je crois pas que ça soit véritablement le sens de ma profession. D'accord. Je suis pas là pour ça, je reste à ma place, je suis un observateur de la vie. Alors, voilà. Petite question subsidiaire, est-ce que le fait de ne pas exprimer d'opinion, finalement, ce n'est pas en exprimer une en grand? Est-ce que le fait de traiter les choses sans jamais y mettre sa petite couleur, ce qui est difficile à faire, ce n'est pas finalement prendre parti sur un non-traitement de l'information? Ça s'appelle de la subtilité professionnelle. Alors, en 2 mots, on met toujours... Le métier de journaliste s'exerce par passion.
et avec passion. Alors, très simplement, quand on est face à une situation au tribunal où on est face à un cas qui nous touche ou qui nous parle, forcément, les mots que l'on va employer de manière inconsciente, souvent, seront plus forts si jamais le sujet nous touche. Je vais au tribunal sur une affaire aux assises, j'arrive sur une affaire totalement impersonnelle. Ben, quand j'arrive, je m'assieds, je vois à la partie civile, les parents de la défunte, ce sont des amis. Forcément, mon approche de l'affaire va être totalement différente. Je ne perdrai pas une virgule de ce qui sera dit. L'émotion, aussi bien du prévenu que de la partie civile, que des parents de la victime, vont me toucher, ça me parlera plus, parce que je connais les gens. Mais il n'empêche que mon papier sera toujours un papier linéaire et sera un papier objectif, tant que faire se peut. Oui, tant que faire se peut, puisque de toute façon, on parlait de l'emphase, justement, qui apparaît à un moment ou à un autre dans un rapport journalistique. Et il est parfois difficile, justement. Mais je serais encore plus rigoureux si je connais les individus en question mis en cause dans cette affaire, dans la mesure où il ne faut à aucun moment que ma passion, mes sentiments transpirent. Je pourrais en dire trop. Oui, mais dans le travail de radio, il y a quand même ce travail, quand même. De passion. Il faut passionner, il faut accrocher ses auditeurs. Et est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de mettre une couche d'emphase supplémentaire, parfois superflue? Alors, je fais confiance à ma direction. Si vous rappelez à l'ordre, c'est ça? Il m'aurait déjà demandé de faire autre chose, de m'orienter vers une autre voie professionnelle. Oui. Si jamais je n'arrivais pas à capter l'attention des auditeurs, déjà de 1, et de 2, si j'en mettais trop de passion, et que si à chaque papier il y avait un procès, je crois qu'il m'aurait demandé de m'occuper d'une autre partie, peut-être de la culture. Bien, alors je reviens vers Véronique, parce qu'il va falloir quand même qu'on aborde des sujets un petit peu plus chauds. Véronique, non, ne vous inquiétez pas. Vous travaillez aussi pour les institutions, oui, parce qu'on parlait de la classe politique. Alors, quelle est la différence entre faire des relations presse pour un privé, par exemple, et pour une institution, genre au conseil régional ou un maire, etc. Est-ce que l'approche est différente vis-à-vis des journalistes, mais aussi vis-à-vis de votre propre travail? C'est certainement déjà une approche différente, mais bon, ça demeure quand même de l'information. Les institutions, quelles sont-elles? Ça peut être, tout à l'heure on a parlé du SICTOM, donc c'est le syndicat du traitement des ordures ménagères de la Guadeloupe. Donc là, si on parle des déchets, c'est quand même une problématique importante en Guadeloupe. Quand effectivement il m'arrive de travailler donc, pour la région Guadeloupe, c'est pour traiter aussi de compétences. Là, c'est plus politique, là. C'est pas politique. On a la région, c'est une institution. C'est une institution politique, mais qui a aussi des compétences, qui s'adressent à la population. Mais là, on peut faire abstraction de la personnalité du président de région, qui on sait aime bien les médias. Enfin, on va pas se le cacher. Oui, mais justement, moi, c'est une communication totalement différente. Il y a la communication de l'institution qui est incarnée donc par son président, mais c'est d'abord les compétences de l'institution et les actions qui sont mises en œuvre par l'institution, sous la houlette évidemment d'un président d'une équipe régionale, qu'on doit mettre en avant. Maintenant, il ne s'agit pas de faire pour autant l'éloge d'un président, mais bien du travail qui est accompli. Vous n'êtes pas payé pour ça? Nous ne sommes pas payés. Non, nous ne sommes pas payés pour faire l'éloge d'un président. Nous sommes payés pour mettre en avant les actions menées par la collectivité. Politique, par exemple, comment ça se passe? Quand vous avez. Je prends un exemple. Il y a 15 jours ou moins de 15 jours, vous deviez. J'ai reçu une invitation de vous, il ne faut pas le cacher, pour la sortie d'un ouvrage du PS. C'est vraiment du politique, ça? Non, c'est la fédération. C'est plus qu'on donne l'info, là. Mais c'est pas de l'info. La fédération. Ah oui, c'est pas de l'info. C'est de l'info, oui. La fédération du Parti socialiste m'a demandé effectivement de faire un communiqué concernant la sortie de ce livre. C'est du politique, mais comme j'envoie aussi des documents, des communiqués de presse pour signaler la sortie de livres d'autres auteurs qui peuvent être un auteur guadeloupéen, peu importe. La sortie d'un disque, ça reste que dans le même registre. Maintenant, après. Sauf que c'est de la matière politique. Même, oui, mais c'est de la matière politique. Oui. Quel est le problème? Mais voilà, quel est le problème? Est-ce que non, mais c'est ce que je veux savoir, c'est le rapport avec le politique. C'est-à-dire que quand vous avez à vendre, entre guillemets, on dit toujours entre guillemets, vendre, j'aime pas tellement le mot, mais enfin, faire la promotion d'une personnalité politique, parce qu'en fait, M. Lurel, M. Giglo ou certains maires
ont un service de relations presse et de Oui, communication. donc voilà, c'est Donc vous connaissez bien ce type de relation. Alors est-ce que votre travail se confond avec le travail d'Olivier Nicolas ou de Daniel Dumurier, etc. Voilà, c'est ça. Je vais répondre. Je crois que pour travailler assez régulièrement avec Véronique Siredek ou autres attachés de communication, hein, il y en a pléthore sur la place, je crois qu'ils sont avec un client qui sollicitent leurs compétences. Leurs compétences, en l'occurrence, c'est d'intéresser les différentes rédactions aux produits. Alors ça peut être, en l'occurrence, c'est vrai, le manifeste du Parti Socialiste, ça peut être le tri sélectif, il y a peu, avec M. Rinson qui avait lancé cette initiative en relais avec les différentes communes, ça peut être plusieurs actions de ce type. Donc, à ce moment-là, son travail, c'est d'intéresser les rédactions. Elle le fait au travers de communiquer, elle le fait au travers de phoning, elle le fait au travers de lobbying, d'une conférence de presse. Ensuite, donc, tous les journalistes se réunissent à l'endroit, sur le site qu'elle aura choisi. Elle leur présente. Le donneur d'ordre présente donc le produit et voilà, son travail est bouclé. La question qui venait après, c'est de savoir, est-ce que si demain, elle était prévue, mais elle viendra plus en Guadeloupe, Marine Le Pen, et vous demandez de vendre son manifeste pour les dômes, entre guillemets, vous seriez prête à vendre le manifeste de Marine Le Pen pour la Guadeloupe? Voilà, c'était ça la question qui venait. Je m'attendais un petit peu à cette question en venant. Je me suis dit, on va me poser la question de savoir jusqu'où j'irai. Voilà. C'est comme les avocats. Et pourquoi pas? Alors, je dirais qu'en tant que professionnel, je suis effectivement, je peux travailler sur tous l'échiquier politique. Je ne suis pas censée prendre parti. Bon, mais ça, comme on parlait tout à l'heure de la passion des journalistes, on a aussi nos convictions et nos passions. Donc, peut-être que je n'accepterai pas, ou peut-être que j'accepterai aussi. Tout dépend du chèque. En fait, non, pas tout dépend du chèque. Tout dépend peut-être de l'information qu'on veut me faire passer. C'est clair que, je vais pas me cacher, hein, Marine Le Pen vient. C'est pas ma tasse de thé. Je ne pense, ce n'est pas ma tasse de thé, puis je pense pas que de toute façon, en plus de ça, elle demande, ils ont leur service de presse, hein, tous ces. Mais souvent ils prennent entre guillemets du local pour pouvoir habiller un petit peu le revenu. Mais enfin, c'est pas parce que je suis pas d'accord avec vous. C'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec vous, Danix Andronis, que je me battrai pas pour que vous puissiez faire passer vos idées. J'espère. Voilà. Et ça nous est arrivé d'être en désaccord sur certains points. Pourtant, vous avez toujours eu droit de citer. Ben voilà, je crois que c'est. Depuis LKP, j'ai pas été invité aussi. J'ai déjà été planté l'autre jour. Je sais pas pourquoi, je veux pas la relation, mais en fait. Peut-être parce que vous êtes trop occupé entre vos activités, différentes activités, notamment cette belle émission que vous présentez. Je tiens à dire qu'il m'est arrivé effectivement de faire des relations presse pour des gens qui n'ont pas votre opinion. Voilà, tout à fait. Oui, c'est vrai, vous avez travaillé pour le PCG, par exemple. Je travaille. Pourquoi le PCG, ça non, mais je l'ai dit. Non, je travaille. Tout à l'heure, vous m'avez dit que j'ai envoyé la semaine dernière un communiqué concernant la sortie du manifeste. C'est pas le manifeste, là, du rapport en fait sur l'outre-mer, le bilan de Sarkozy, vu par le PS. Il m'arrive de travailler pour le PCG, il m'arrive de travailler pour les indépendantistes. Oui, peu importe. C'est rassurant, non, mais c'est bien d'entendre ça. Moi, je suis là pour, comme je dis, je suis là pour intéresser les journalistes. Après, c'est à eux de traiter l'information. Dans un sens ou dans un autre. Bien, alors on va passer tout de suite à la revue de presse de Florence, puisque l'heure avance. Les gagnants du concours commencent à remplir le studio. Il va falloir bien sûr passer à cette distribution entre guillemets de prix. Donc tout de suite la revue de presse avec Florence. Bonsoir Florence, que dit la presse cette semaine? Bonsoir, bonsoir à tous. Donc les femmes sont à l'honneur cette semaine dans la presse. On va commencer cette fois par l'hebdomadaire Nouvelle Semaine avec son article Focus sur les pays d'Afrique de Antoine Tacite, qui parle du 18e Festival régional et international du cinéma de la Guadeloupe, le FEMI, qui se déroule en ce moment et qui se termine demain. Dépêchez-vous. Donc avec la présence de la marraine du festival, la jolie et brillante Sonia Roland et la cinéaste de renom Eusan Palsy. La journaliste nous apprend que le FEMI 2012, c'est 60 films en projection sur 14 communes et avec à ma grande surprise, une grande première, puisque le journaliste de Nouvelle Semaine nous précise également la participation des détenus de Guadeloupe avec un jury
qui décernera le prix du jury dans les murs. Plus de détails dans cet article sur ce festival riche en couleurs, puisque l'Afrique est à l'honneur. Alors, les femmes africaines, elles sont aussi à l'honneur, Florence? Tout à fait, Danick. Elles sont en premier plan dans l'hebdomadaire féminin Amina, qui nous amène à leur rencontre dans un dossier spécial qui titre « Ces femmes qui briguent le pouvoir », réalisé par Moussa Boli et Mauriac Castro-Bouetou. Dans l'article intitulé « Élections en Afrique, les femmes déterminées à conquérir le pouvoir présidentiel », les journalistes d'Amina nous expliquent que depuis l'accession d'Ellen Johnson Sirleaf à la tête du Libéria en 2006, les candidatures féminines se sont multipliées. Les journalistes nous livrent une analyse du phénomène. Avocates, médecins, journalistes, militants pour le droit des femmes et j'en passe, leur succès croissant dans les affaires va de pair avec leur implication en politique. C'est en tout le portrait de 30 femmes de caractère que les journalistes de Amina nous ont remarquablement tracé, à l'ère d'urgence. Alors Florence, est-ce que les femmes sont solidaires entre elles? Malheureusement, Danick, pas toujours dans la sphère politique. Les femmes entre elles peuvent être impitoyables. Je me suis donc crue dans un espèce de sitcom. Ah oui, c'est bien sitcom. Là. Sitcom, oui, voilà, cette fois-ci c'est sitcom. En lisant l'hebdomadaire Le Point, dans lequel le journaliste Michel Révol, avec son titre « Assassin, petite trahison entre amis », ou comment Martine Aubry a évincé sa copine Anne Hidalgo de la 6e circonscription de Paris au profit de son autre copine, Cécile Duflot. J'ai bien rigolé. Cet article vaut le coup d'œil, je vous assure. La question qui me brûle les lèvres pour le prochain épisode, c'est est-ce que Anne sera suffisamment solide pour faire un comeback avec sans sa copine Martine? Alors on parle de Anne, c'est laquelle? Anne Sinclair Ah, pardon, excusez-moi, donc c'est Anne, Anne Hidalgo et Martine Aubry. Et là, on revient donc vers Anne Sinclair qui est de retour, paraît-il. Oui, tout à l'heure, on parlait de comeback. En couverture cette semaine dans Paris Match, Olivier O'Mahony, dans son article « Une nouvelle aventure », nous emmène à la rencontre d'Anne Sinclair, qui revient à ses premières amours, le journalisme. Elle est désormais rédacteur en chef de la version française du Huffington Post. C'est un site internet. Hein. Voilà, voilà. Le journaliste de Match nous décrit une Anne Sinclair tout sourire, libre et épanouie, et surtout une femme détachée. Petite parenthèse, Le Point a recueilli une citation de Anne Sinclair qui est très révélateur de son détachement. Je cite « Que des femmes se soient senties déçues par moi, je suis navrée de le dire, mais c'est leur problème. » Fin de citation. Alors Anne Sinclair reste la preuve vivante qu'on peut se relever même après un tel coup dur. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais il faut se souvenir qu'il y a des combats de femmes qui ont des conséquences dramatiques. Je vous propose de jeter un coup d'œil sur l'article de Laurent Jabrin et de Chloé Henry dans l'Express intitulé « Mort d'une gendarme en colère », qui nous rappelle ce fait divers, le suicide de Myriam Sakri, 32 ans d'origine marocaine, le 24 septembre dernier. Selon les informations recueillies par le journaliste, elle était brillante. Jolie, généreuse, volontaire, elle avait tout pour elle, mais victime parmi tant d'autres du racisme et des moqueries venant de ses collègues. Elle allait porter plainte pour harcèlement moral. Elle s'est tuée d'une balle 9 mm en plein cœur. Cet article m'a beaucoup touchée. Je pense que les journalistes ont souhaité nous alerter sur la situation des femmes où parfois un pas en avant peut cacher un retour en arrière. Alors l'info c'est aussi ça, alors on va quitter cet aspect dramatique, on revient vers Paris, capitale de la mode. Oui, mais oui Danick, parce que Paris restera toujours Paris. Et oui, dans Paris Match, le fameux retour de Donatella Versace, prénommée par le journaliste Danny Jucco, la Magnifique. Un combat d'un autre genre, ou comment elle a su d'une main de maître reprendre l'affaire familiale après le tragique assassinat de son frère Gianni Versace. Bon, après avoir parlé de toutes ces femmes, on se rend bien compte que cet article n'intéressera que les fashion victimes. Comme vous? Oui, entre autres. Par contre, ce que j'ai le moins aimé, pardonnez-moi, c'est cette photo de Sébastien Mick, où elle est méconnaissable. Elle m'a fait peur. Hein. Pourtant, dans Match, elle déclare, je cite, « Je ne me suis jamais sentie aussi bien dans ma peau, j'ai appris à m'aimer. » Fin de la citation. Une Donatella Versace qui se sent pas très inquiète après cette chirurgie esthétique à outrance qu'a subi son corps. Alors la chirurgie esthétique, c'est une mode maintenant chez les femmes, c'est quoi?
Dans l'hebdomadaire guadeloupéen Nouvelles Étincelles, Raphaël Dagonia nous crie son indignation sur une page dans un article intitulé « Les implants mammaires sur la sellette ». Elle explique que le gel des prothèses PIP n'était pas homologué et cette découverte a pu conduire à de nombreux cas de cancer chez les femmes. La journaliste fait le distinguo entre la chirurgie mammaire réparatrice et la chirurgie mammaire esthétique. Elle s'adresse de manière virulente à ces femmes en déclarant, je cite, « Je trouve cela scandaleux que l'État prenne en charge l'enlèvement des prothèses alors que beaucoup de Français n'ont plus de moyens de payer des lunettes, des compléments dentaires, des prothèses auditives, et ça, ce n'est pas se regarder dans le nombril. » Fin de citation. Alors, si je puis me permettre, même si je comprends son raisonnement, des incohérences demeurent. Premièrement, ce n'est pas parce que ces femmes portent des prothèses dans un but esthétique qu'elles méritent de mourir. Donc si elles se font rembourser par la Sécu, où est le problème? C'est plutôt le système de la Sécu qui est en cause. Deuxièmement, les gens qui font ce style d'intervention ne se regardent pas toutes dans le nombril. Évitons les généralisations abusives, c'est souvent un mal-être qui est ressenti et cela relève de la psychologie. Pour finir, même si je ne suis pas partisane de la chirurgie mammaire, la journaliste a une vision très stéréotypée de ces femmes qui sont à ses yeux toutes des bimbos. Mais cela est archi faux. Attention, elle qualifie de, je cite, « femmes amatrices de grosses poitrines pour entrer dans le livre des records ou pour être regardées comme des bombes sexuelles. » Fin de citation. Je trouve cela petit, surtout venant d'une femme. Une journaliste complètement névrosée, ne maîtrisant que très faiblement son sujet, se cacherait-elle derrière ce papier? Bonne question. Je n'ai pas du tout aimé cet article. Mais moi non plus. Alors, il n'y a pas que pour les femmes aux implants mammaires, quand même, Oui. rassurez-moi. Je vous rassure tout de suite. Donc, s'il y a bien une femme dans la sphère politique sujette à de nombreuses polémiques, c'est bien Marine Le Pen. En couverture de Marianne, je vote Marine Le Pen, dit le journal. Ah, pas vous, c'est le journal. Le dit le journal. D'accord. Voilà. Ouf, j'ai eu chaud. Oui. Non, c'est pas moi qui le dis. L'enquête qui doit ouvrir les yeux. Donc c'est une vraie prise de position de l'hebdomadaire avec un dossier spécial qui expose avant toute chose les dangers et de quelle manière la combattre. Ce qui m'a marqué dans ce dossier spécial, ce sont les témoignages des partisans du FN qui sont des personnes de tous âges, de toutes catégories socio-professionnelles confondues et même des Français d'origine étrangère. Donc en gros, ce qui ressort de cet article, c'est que les gens qui votent Le Pen souvent par protestation ou par ras-le-bol. Selon un des journalistes de Marianne, je cite, « Il serait dangereux de les entendre ». Fin de la citation. Alors, si je puis me permettre, ne pas les écouter serait peut-être une forme de censure qui ne ferait qu'envenimer le malaise qu'il y a en France. Merci Florence. C'est moi. Alors, à la une du France Antilles, donc aujourd'hui, oui. Alors, deux titres qui ont retenu mon attention. Donc, la récolte de la canne débute demain, dit le journal. Bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Enfin, c'est à voir, oui, parce que là, c'est un petit peu chaud. Et un gros titre à la une intitulé « Les banques nous matraquent », page 3. Bien, ben, on retiendra. Merci encore Florence pour cette revue de presse. Oh, Dernier mot. Alors, par contre, j'ai des questions pour les invités. Donc, honneur aux femmes. Donc, votre avis sur la polémique autour de la chirurgie mammaire? C'est chaud, ça. Hein? Ça, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Bon, de toute façon, je suis scandalisée par ça. Mais bon, je me dis qu'effectivement, par moment, on est tenté. Il y a tellement de tentations dans ce monde. Quand je vois toutes ces femmes qui font maintenant du Botox, sachant ce qu'est la toxine botulique, je me dis que dans quelques années, si c'est un scandale aussi sanitaire qui peut avoir des conséquences graves. Donc du coup, bon, je ne peux être que scandalisée en tant que femme, bien évidemment, et même pas en tant que femme. Tous les scandales sanitaires, de ce type en tout cas, c'est dramatique. Mais bon, maintenant... que peut-on faire? D'accord. Et donc pour question.
Pour vous, en tant que femme dans la communication, est-ce que c'est un avantage pour vous ou plutôt un inconvénient? D'être femme? Oui, d'être femme dans la... Est-ce qu'il y a des difficultés ou non? Vraiment, alors c'est vrai que dans la communication, je ne sais pas le pourcentage, mais je pense qu'on est très très nombreuses. Oui. Il y a beaucoup de femmes dans la communication, de façon générale. Beaucoup de femmes et j'ai envie de dire peu de professionnels. Alors là, c'est vous qui le dites. Moi, ça n'engage que vous. Oui, ça m'engage. Ça dépend. Ça dépend. Est-ce qu'on parle de la Guadeloupe? Est-ce qu'on parle de... Je parle de la Guadeloupe aujourd'hui, ce soir. Donc, eh ben, ça n'engage que vous. Oui. Mais... ça va souvent non, mais c'est pas... Je ne pense pas que ça soit ni un avantage ni un inconvénient. Sincèrement, moi, quand je bosse, je ne me vois pas en tant que femme. En tant qu'être humain. En tant qu'être humain. Puis j'ai une passion. Je crois que tout travail, de toute façon, tout métier, c'est d'abord la passion. C'est la passion qu'on est capable de mettre dedans. Donc après, qu'on soit un homme ou une femme, dès qu'il est bien fait, c'est l'essentiel. Et donc, c'est pas une... sincèrement, c'est vraiment pas... ni un inconvénient, ni un avantage, ni un inconvénient. Je ne me regarde pas en tant que tel. D'accord. Voilà. Dernière question rapidement, parce qu'on passe à la suite. Alors, à Xavier Cordoval, s'il vous plaît. Alors, comment comptez-vous recouvrir les présidentielles pour ces prochains mois? Il y aura... On y travaille depuis déjà de longs mois. Oui. Il y aura une couverture spéciale avec des modules dans toutes les éditions de Radio Caraïbes, dans toutes les tranches d'information. Déjà en matinale, il y aura un peu comme à l'accoutumée. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter un petit peu ce qui se passe en matière électorale quand on est sur Radio Caraïbes. Le matin, dès 5h30, il y aura donc sans langue de bois spéciale élection présidentielle. Il y aura également des modules donc, dans toutes les matinales à 13h et à 18h. Et sans nul doute qu'il y aura des débats donc, sur l'ensemble de la journée. Je ne vais pas dévoiler l'ensemble du programme de Radio Caraïbes puisque la concurrence écoute. Que la concurrence écoute. Mais il y aura un programme alléchant et qui permettra à tous les Guadeloupéens de se faire leur idée de ce qui va se passer et peut-être à la limite leur donner toutes les armes pour qu'ils puissent pouvoir voter en leur âme et conscience. Merci, on passe à la page pub tout de suite parce qu'en région on me tarote, donc ça vient, c'est la pub et puis après on se retrouve pour la remise des prix en direct sur Canal 10. Bien, voilà le moment tant attendu est enfin arrivé pour nos gagnants. Alors, je présente Luc Marico, bonsoir. Bonsoir. Directeur régional d'Air France, sponsor de ce premier jeu quiz d'actualité Caraïbes Créole et Canal 10. Juste une petite question, Air France avance pour le moment, une petite question d'actualité. Air France est prête à affronter l'année 2012, effectivement. Oui, oui il y aura de grandes nouveautés en 2012 et Air France, effectivement, affronte l'année avec réalisme. Bien, à vos côtés, Laurence Wells, qu'on commence à connaître ici. Laurence, merci d'être venue une fois de plus nous rendre service, on va dire. Mais j'ai su que le REX est en train de faire un lifting. Oui, bonsoir Danick. Effectivement, nous sommes en pleine rénovation puisque nous avons, entre hier et aujourd'hui, changé les sièges du REX 2. Ils étaient pourris, c'est quoi? Non, mais bon, ils méritaient un petit changement, voilà, pour faire plaisir aux clients. Et puis, donc le REX 1 a été fait il y a 1 an, maintenant le REX 2, et nous comptons aussi rénover un peu l'extérieur et d'autres salles. Donc, le REX a 50 ans, il a besoin de rénovation. Juste un dernier point, quand il y a le FEMI en Guadeloupe, ça participe au REX, ça vous aide, ça augmente la fréquentation, au contraire, ça diminue votre fréquentation quand il y a un FEMI? Non, elle ne diminue pas pour autant. C'est pas le même genre de public? C'est pas le même public, c'est pas la même programmation. Il y a beaucoup de documentaires, des films comme par exemple Le Bonheur d'Elsa sont déjà passés au cinéma aussi. Donc ils repassent dans le FEMI. La source des femmes, enfin, il y a beaucoup de films qu'on a déjà découverts au REX, mais c'est vrai que je dirais que c'est un complément, c'est normal d'avoir le FEMI, c'est bien pour le cinéma antillais et autres, mais c'est deux choses très, très différentes. Il y a des choses qui arrivent ces jours-ci en termes de programmation?
Il y a du lourd, effectivement. Alors, pour les plus jeunes, Underworld, en fait, tous les films 3D sortent en février. Underworld, Ghost Rider, Voyage au centre de la Terre. Et puis, de notre registre, vous pourrez découvrir J. Edgar avec Leonardo DiCaprio ou encore The Descendant qui a eu énormément de prix. Donc, tous ces films sont au Rex en ce moment à découvrir sans tarder. Et bien sûr, en avril, il y aura le spécial Caribou. On en reparlera. Alors, c'est vous qui avez l'honneur et l'avantage de proclamer les résultats, Laurence. Alors, je vous laisse officier. D'accord. Alors, le 4e prix, c'est un iPad de MacVillage. Et donc, le prix revient. Alors, il y a énormément de suspense sur le plateau. Je vais annoncer la gagnante. Ah, c'est une gagnante. Et oui, ou le gagnant. Hein. Je suis une femme, j'ai tendance à mettre en avant les femmes, c'est pas ma faute. Donc, mademoiselle Naïssa Boyer. Ben, on l'applaudit, hein. Je pense que même en régie, on applaudit. Alors, mademoiselle, prenez le micro, mademoiselle Naïssa Boyer, vous êtes étudiante? Oui, oui. Étudiante à quoi? Première année de médecine à Fouillol. D'accord. Alors, ce concours, comment vous l'avez découvert? Dites-nous ça un peu. Ben, j'étais juste en train de regarder la télé. Ben, après, j'étais en train de zapper. Je suis tombée sur Canal 10. Et maman m'a dit de laisser. Donc, après, on a été en train de regarder. Après, on a vu qu'il y avait un jeu. Donc, j'ai tenté ma chance pour voir. D'habitude, j'ai jamais la chance. Donc, je vois qu'aujourd'hui, j'ai eu la chance. Donc, je suis très contente. Puis, voilà. Bien, alors, vous savez ce que vous avez gagné? Je viens d'entendre. C'est une tablette numérique offerte par notre sponsor MacVillage. Donc, on est. Et ça vous permettra, en toute façon, de votre boulot d'étudiant, j'imagine que ça vous servira. Ah, bien sûr, oui. Beaucoup. Bien, ben écoutez, mademoiselle Boyer, merci d'avoir participé à ce jeu. Ça a été difficile, en fait? Les questions étaient un peu corsées quelquefois? Oui, des moments, oui et non. Ça a été. Et donc, vous continuez, j'imagine, à regarder notre émission et à... Peut-être qu'il y aura peut-être pour un autre jeu et je ne sais pas si peut-être vous aurez la chance de regagner l'année prochaine. J'espère bien. Et je rajoute un petit cadeau, donc 2 places de cinéma. Voilà, offert par le Rex. Voilà. Merci beaucoup. Ben, vous avez vraiment la totale. Alors, deuxième prix. Alors, le troisième prix, un iPad de MacVillage plus une clé 3G avec Internet illimité, un abonnement Orange. Et donc, le prix revient à Manuel Boucaud. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aussi étudiant? Tout à fait, oui. En quoi? En management des unités commerciales. Oui, enfin, ça rejoint un petit peu ce qu'on fait ici. Oui. Et comment vous avez découvert le jeu? On vous pose la question quand même. Ben, par rapport en fait, au site internet, je connaissais déjà en fait, CCN, donc par rapport aux informations entre guillemets sur la Caraïbe. Donc de temps en temps en surfant et puis surtout en tombant sur l'émission. Donc j'ai vu qu'il y avait le jeu, donc j'ai participé. C'est pas gonflant d'être obligé tous les mercredis de regarder, de suivre comme ça sur le net? On va dire que dans la famille, bon, surtout maman regarde assez souvent Canal 10 et puis bon, par rapport à l'émission pour jouer, donc je regardais, donc le mercredi ça va. Pas trop compliqué les questions? Non, ça a été. Parfois, mais bon, ça a été. C'était pas trop compliqué. Bien. On vous remercie en tout cas d'avoir participé, d'être venu. Et Laurence vous offre vraiment, vous êtes gâtés. Merci, oui. C'est ce que je vois. iPad, plus clé numérique, plus carte de cinéma. J'en ai pas autant ce soir. Hein. En tout cas, merci d'être venu, d'avoir participé à ce jeu. Et parmi de nous, en tout cas, autour de vous. Hein. Je n'y manquerai pas. J'imagine que vous ferez déjà nous. Hein. Oui, je pense, oui, tout à fait. Laurence? Alors, le second prix, qui est un très beau voyage Pointe-à-Pitre Miami, plus 3 CD des productions Chabine Prod et Aztec Music. Et ce prix revient à Monsieur Lionel Lubette. Lionel Lubette, étudiant? Oui, tout à fait. Oui, je pose toujours la même question. Comment vous avez découvert le jeu? En fait, c'est regardant Canal 10. Hein. Oui. Comme ça fait par hasard un soir comme ça? Non, c'est une chaîne que je regarde assez souvent à la maison. Oui. Et j'ai regardé l'émission, j'ai vu qu'il y avait un jeu, j'ai dit bon, les questions je tente le coup. Trop complexe quelquefois. On vous a reproché, parce qu'il y avait beaucoup de participants, on nous a dit ah ouais, que c'est pas à la portée de tout le monde. Tout à fait, tout à fait. Non, ça a été. Ça a été? Ça a été. Il y en avait qui étaient vraiment compliqués, mais sinon ça a été. Bien. Sans problème. Bien. Je vous remercie d'être venu et d'avoir apporté un prix offert par
Chabine Prod et aussi par Laurence. Voilà. Merci. Et bien sûr, le billet d'avion. Pointe-à-Pitre Miami. Vous puissiez profiter des A320 d'Air France et vous rendre en Floride. C'est gentil. Là encore, quelqu'un qui va se faire beaucoup de dialogues ce soir. Hein. Un grand merci à vous. On est bien content que vous ayez gagné. Et on souhaite que vous continuez à nous regarder. Il n'y a pas de problème. Bien. Merci. Laurence? Alors, le premier prix, un voyage Pointe-à-Pitre Miami, plus 3 livres de Moïse Benjamin dit Benzo, des éditions Nestor. Et ce prix revient à Didier Francillus. Voilà. Didier Francillus, bonsoir. Bonsoir. Alors, on pose toujours la même question. Comment vous avez pris connaissance du jeu? Comment c'est arrivé? Sur Canal 10, un peu comme tous les autres. Oui, vous regardez, vous zappez comme ça et vous voilà, dessus. À travers du zapping, on regarde ce qu'il y a. Oui. Et vous alliez fureter sur le net pour pouvoir répondre aux questions? Ben ouais, tout à fait. Et les questions un peu complexes, on se fait aider du pater, oui, des amis aussi. Oui. D'accord. Alors, vous gagnez donc un billet Air France offert par la compagnie régionale Miami. Vous parlez un petit peu d'anglais? On va se débrouiller. Vous allez vous débrouiller, vous y allez. Donc, vous ferez un bon voyage, j'imagine. C'était inespéré, mais en tout cas, on est content que des jeunes Guadeloupéens participent à ce premier quiz d'actualité Caraïbes Créole Canal 10. On remercie encore tous nos sponsors, M. Marico, on remercie Slimarex, on remercie Mac Village, on remercie Chabine Prod, AZ Musique, aussi Orange et aussi les éditions Nestor qui vous offrent des livres en créole. Il va falloir le lire, il faut le lire, hein. Pas parce qu'il y a un créole, on va lire. Hein. Et donc, et puis le billet d'Air France. Félicitations de la part d'Air France. Merci beaucoup. Et ça fait des applaudissements. Voilà, ça se termine en beauté. Bien. Bon, ben écoutez, on vous remercie. On remercie donc ce soir toute l'équipe de C'est dans la presse. L'émission, bien sûr, continue la semaine prochaine, puisque, bon, on l'avait dit en début, l'émission, c'est une émission en développement, donc il y aura quelques petits changements. On remercie Laurence d'être venu amicalement et généreusement nous voir ce soir. On remercie M. Marico, toujours disponible. Avec plaisir. Maintenant, on commence à vous connaître dans le paysage audiovisuel en Guadeloupe. La France est heureuse d'être à vos côtés. Bien, on espère que vous continuez à nous suivre et on remercie donc tous ces gens qui sont derrière, Nicolas, Rachel, Maxime, toute la petite équipe de CCN qui, cette année, s'est vraiment activée pour que ce jeu ait son succès et que cette émission connaisse le succès qu'on a aujourd'hui. Et nous annonçons que nous continuons et ça va être encore de plus en plus intéressant. Merci en tout cas ce soir d'être avec nous. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain, pour une nouvelle émission. Et bien sûr, l'émission est rediffusée demain pour nos amis de Paris. Je salue aussi les gens de la Guyane, de la Martinique et puis nos amis italiens de Paris. Salut, à bientôt.